Alors je vais pour ma part vous faire une intervention sur un aspect un peu plus juridique, judiciaire de la désinformation, qui est en fait le simulacre judiciaire du régime iranien qui est utilisé comme socle pour ses plans stratégiques. Puisqu'en fait, le 29 juillet 2023, le tribunal pénal de Téhéran a diffusé une annonce publique qui révèle l'identité de 104 personnes associés au mouvement d'opposition principal au régime iranien, donc l'OMPI. Ces individus ont pour la plupart quitté l'Iran depuis plus de 30 ans. Et selon une déclaration du pouvoir judiciaire du régime, le régime a formellement convoqué les membres fugitifs affiliés à l'OMPI afin de désigner une représentation légale pour leur participation aux procédures judiciaires établies. Alors il faut savoir que la plupart de ces 104 personnes citées par l'appareil judiciaire sont actuellement réfugiées en Albanie. Le régime, en fait, a déclaré tous les membres de l'OMPI comme Mohareb, ce qui signifie en guerre contre Dieu, et les ont donnés comme sujets à punition et exécution depuis plus de 40 ans. Selon des organisations internationales, au cours des 4 dernières décennies, vous avez des dizaines de milliers de membres et de partisans de l'OMPI qui ont été exécutés en Iran sous des accusations infondées, telles que Moharebé, qui signifie inimitié contre Dieu. Ces exécutions ont eu lieu sommairement, sans aucun procès, ou dans ce qu'on peut appeler un simulacre de procès, puisque ce sont des procès qui ne durent que quelques minutes. En décembre 2009, Ebrahim Raïssi, actuel président du régime, a déclaré que toute personne affiliée à l'OMPI serait considérée comme ennemie de Dieu, car l'organisation en elle-même est considérée comme ennemie de Dieu. La punition pour un ennemi de Dieu, pour le régime des mollahs, c'est l'exécution. En 1988, en l'espace de quelques mois, près de 30 000 prisonniers politiques ont été massacrés à la suite d'un décret de Khomeini qui prévoyait que tout prisonnier restant ferme dans son soutien à l'OMPI devait être exécuté. Raïssi, procureur adjoint à l'époque, était directement chargé de l'application de ce décret à Téhéran. Alors c'est un procès absurde et totalement fabriqué, donc ce procès des 104 personnes. Pourquoi ? Parce que la première session de ce procès, initiée dans la branche 11 du tribunal pénal de Téhéran le 12 décembre 2023, a été clairement une mascarade avec même pas une apparence d'indépendance ou d'impartialité. On a un soi-disant juge, qui est en fait un religieux nommé Degrani. Sa qualification des procédures judiciaires est centré sur ce qu'il appelle les monophérines terroristes. Le terme monophérine signifie hypocrite et c'est le terme officiel qui est utilisé par le régime en Iran pour désigner les moudjahidines du peuple. Et ce juge a employé tout de suite un ton de partialité et un manque de légitimité dès le début de ce procès. Vous avez un avocat principal qui a été nommé, M. Hamid Reza Mohammadi, qui est un proche confident du chef du judiciaire, M. Gholam Hossein Mohseni Edjei. Mohammadi est également le chef du bureau des forces paramilitaires et répressifs, nommé Basij, au barreau de Téhéran. Donc vous voyez déjà l'imbrication des personnes dans ce simulacre de procès. Et donc le pouvoir judiciaire en Iran, et je voudrais m'arrêter 5 minutes sur ce point-là, est non seulement dépourvu d'indépendance, mais c'est aussi un outil de répression systématique. Pourquoi ? Parce que pour certaines personnes, ce sera un rappel, mais pour d'autres, peut-être vous ne le savez pas, il n'y a absolument aucune garantie, comme on l'entend dans nos systèmes judiciaires modernes, aucune garantie des droits de la défense, de l'indépendance, de l'impartialité d'un tribunal dans le système iranien. Il n'y a aucune indépendance puisque déjà vous n'avez pas de séparation des pouvoirs à proprement parler dans le système iranien du régime des mollahs. En fait, le système judiciaire va exécuter de manière non équivoque, très claire, les directives du guide suprême. Et vous verrez que à la tête du système judiciaire iranien, vous avez les personnes qui sont le plus impliquées à un haut niveau comme suspectes dans des crimes à dimension internationale qui sont qualifiés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide. Donc, il faut vraiment comprendre que le système judiciaire iranien, en fait, n'est pas du tout
basé comme les systèmes que vous voyez dans nos démocraties modernes sur les principes qui sont développés par la Déclaration universelle des droits de l'homme et notamment par le pacte international sur les droits civils et politiques. Vous n'avez pas de principe de présomption d'innocence dans le système judiciaire iranien, vous n'avez pas de droit de la défense, vous n'avez pas de personnalisation des délits et des peines, et vous n'avez pas de principe de légalité des délits et des peines non plus, qui sont pourtant donc, des principes qui sont essentiels dans les systèmes judiciaires, et notamment dans les tribunaux, dans les juridictions pénales de nos systèmes de démocratie occidentale. Vous avez aussi, ça a été évoqué, notamment par certains de nos intervenants, la discrimination sexuelle dans le système judiciaire iranien et la pierre angulaire de ce système, puisqu'en fait, par exemple, le témoignage d'une femme vaut moitié moins que celui d'un homme. Vous avez des attaques, des agressions sexuelles qui sont systématisées envers les femmes, qui sont un moyen de torture qui est malheureusement extrêmement classique dans le système judiciaire iranien. Et je voudrais juste dire deux mots, s'agissant des droits de la défense, sur ce qui est important, notamment parce que étant moi-même avocate, sur la question du barreau de Téhéran, sur le barreau iranien. C'est vraiment ce barreau iranien, c'est un peu le symbole de cette décrépitude d'indépendance qui n'a fait qu'augmenter avec les années, puisqu'aujourd'hui, c'est une organisation qui, au départ, est censée être indépendante. Normalement, dans un système judiciaire, on a droit à un avocat indépendant, mais en fait, cet organe a été réduit à néant avec les années, puisque tout avocat qui, par exemple, était sympathisant ou affilié d'une manière ou d'une autre à l'organisation des Moudjahidines du peuple était condamné à être exécuté. Vous avez les tribunaux révolutionnaires donc du régime qui ont systématiquement prononcé des interdictions d'exercer à tous les avocats qui n'étaient pas alignés avec l'idéologie du régime. Donc ce système a été complètement sclérosé et on en arrive aujourd'hui à finalement un barreau qui est devenu une sorte d'appareil judiciaire, un auxiliaire de justice, mais en fait du régime des mollahs, où vous avez maintenant des dizaines d'avocats qui sont emprisonnés pour notamment, par exemple, avoir défendu des participants au soulèvement de 2022. Donc pourquoi cette parenthèse pour moi était importante, parce que ça vous montre comment, lorsqu'un procès comme ça est lancé par le régime des mollahs, on ne peut pas le comparer à un procès tel qu'il peut être organisé avec des garanties qui sont basées sur l'état de droit notamment, comme l'a rappelé M. Vespierre. Alors pourquoi ce simulacre de procès? Quel est l'intérêt en fait du régime? L'intérêt, il a plusieurs casquettes et on voit un peu l'agenda finalement du régime des mollahs qui est dévoilé à travers ce simulacre de procès. En fait, le régime fait face à une pression, ça a été dit, une pression persistante d'une société qui est en colère face à des protestations croissantes du peuple. Et donc, ce sont ces protestations qui affaiblissent le régime et le régime, du coup, utilise des manœuvres judiciaires orchestrées par Téhéran contre l'OMPI, qui est sa seule opposition crédible. Et donc, cet agenda, il a plusieurs objectifs. D'abord, c'est chercher à contrer le soutien croissant pour la ligne de l'OMPI par la jeune génération iranienne. Parce que contrairement à ce qu'essaie de faire croire le régime, vous avez effectivement dans la jeunesse de plus en plus de soutien envers l'OMPI. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? On lance des accusations infondées dans le cadre de campagnes de diabolisation contre la résistance iranienne. Le deuxième point, c'est donc la deuxième manœuvre, c'est fabriquer un dossier juridique pour le présenter aux pays européens, qui vise à influencer les décisions des États dans le sens d'imposer des restrictions aux activités de l'OMPI dans les pays occidentaux, avec un accent particulier sur la France et sur l'Albanie notamment. Troisième manœuvre, on utilise Interpol, le régime utilise Interpol pour émettre des mandats d'arrêt contre ces 104 individus associés à l'OMPI, et j'y reviendrai sur ces tentatives via Interpol. Et enfin, avant-dernière manœuvre, préparer le terrain pour des attaques terroristes potentielles contre les membres de l'OMPI et ou du CNRI, en invoquant justement le prétexte de défendre le régime contre ces dits terroristes.
Et le dernier argument, il est fort probable aussi que le régime essaie de contrer ce qui commence à se construire, à savoir un procès d'envergure internationale contre le régime, pour notamment dénoncer ses crimes contre l'humanité et les génocides qu'il a commis. Puisque l'étau commence vraiment à se resserrer d'un point de vue international à l'encontre autour du régime iranien. Et notamment, on peut tout à fait envisager que cet agenda, c'est également une réplique à un procès récent, qui est celui de M. Hamid Nouri, qui a été condamné à perpétuité par un tribunal suédois, pour avoir participé justement au massacre des 30 000 prisonniers politiques de 1988. Donc voilà, on a quand même un agenda du régime qui est assez fourni. Et je reviens sur ces mandats d'arrêt lancés à Interpol, parce que c'est très intéressant. En fait, vous avez des accusations du régime contre les membres de l'OMPI et la coalition politique du CNRI, du Conseil national de la résistance iranienne. Et en fait, ces accusations sont des accusations fallacieuses et sans fondement, qui sont totalement discréditées, ne serait-ce que par leur contenu. Pour vous donner un exemple, par une décision judiciaire du 6 juin 2002, M. Mohammad Moradessine, qui est président de la commission des affaires étrangères du CNRI, il est indiqué dans cette décision que M. Moradessine aurait été à Téhéran au mois de février 2000 pour, attention, tirer des obus de mortier contre la résidence du guide suprême Ali Khamenei. Beaucoup de gens pourront témoigner que M. Moradessine n'était certainement pas à Téhéran en février 2000 pour ce type d'acte, qui paraît insensé, bien sûr. Et des accusations similaires ont été dirigées via Interpol toujours contre le représentant du CNRI dans les pays scandinaves, qui est M. Parviz Razoi. Vous avez plus d'une centaine de réclamations similaires qui ont été dirigées vers Interpol, qui ont été faites par le régime contre des membres de l'OMPI et qui ont toutes été rejetées. C'est ça qui est très important. En 2016, lorsque les membres de l'OMPI ont été relocalisés en Europe, Téhéran a tenté sans succès d'utiliser maintes fois ces notices rouges pour l'arrestation et l'extradition de ces individus, et à chaque fois, ça a fait chou blanc, c'est-à-dire que ça n'a jamais fonctionné. Même chose sur les procédures françaises. En France, depuis le début des années 2000, le régime iranien, par l'intermédiaire de ses agents, a déposé au moins 6 plaintes différentes contre des responsables de l'OMPI et du CNRI résidant en France, avec des allégations infondées, chacune affirmant que l'OMPI était responsable d'un acte terroriste présumé. À cet égard, le procureur général du régime, parmi d'autres responsables, a été directement impliqué dans la compilation d'un énorme dossier, fabriqué de documents comprenant des témoignages factices pour étayer ces fausses allégations. Le résultat en France, c'est que toutes ces plaintes, toutes ces affaires ont été classées soit par les juges d'instruction qui en ont été saisis, soit par le parquet. Donc le régime clérical, par l'intermédiaire de ses agents, a fait appel de ces décisions, et assez récemment, le 5 avril 2023, la Cour d'appel de Paris déboute de nouveau le régime, par l'intermédiaire de ses agents, de ces plaintes. On peut notamment y lire dans cet arrêt, je cite, « Entre 2003 et 2009, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a été le récipiendaire de 5 plaintes avec constitution de partie civile, et le procureur de la République presse ce tribunal d'une plainte simple. Au nom de ressortissants iraniens, victimes ou familiers de victimes d'attentats ou d'assassinats supposés, avoir été perpétrés par l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. » L'arrêt précise également qu'il a été indiqué à 2 reprises par le ministère du Renseignement que les auteurs présumés de l'attentat se trouveraient en France sans qu'aucune preuve matérielle n'en soit rapportée. Et on en revient là à ce qui a été dit par les intervenants, et sur ce point sur lequel je veux insister, c'est que vous avez compris que l'inscription d'une organisation sur les listes terroristes, que ce soit celle de l'Union européenne ou des États-Unis, ce sont des décisions politiques. Et que systématiquement, c'est la justice, ce sont les juridictions qui ont permis de laver la réputation de l'OMPI et de retirer en fait l'organisation de ces listes. Et là, vous voyez finalement que c'est la même chose. En fait, c'est le régime a des tentatives, est l'auteur de tentatives de simulacres judiciaires, que ce soit
un simulacre de procès qu'il essaie lui-même de construire de toutes pièces en interne, ou alors de tenter, par le biais de plaintes dans des systèmes démocratiques judiciaires comme celui de la France, et qu'à chaque fois, ça se solde par un échec. Donc c'est très important parce que la justice dans nos pays est indépendante. Donc lorsqu'elle rejette ces affaires-là, ça a une certaine importance. Finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que le plan en fait, du régime des Mollahs a été exposé en fait, par ces manœuvres, parce que c'est après les soulèvements de 2017 que le ministère des Affaires étrangères de Téhéran a commencé à lancer cette stratégie visant à réinscrire l'OMPI sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et pour cela, il a estimé qu'il était nécessaire d'établir des fondations juridiques internes, entre guillemets, et de créer des conditions politiques favorables à l'étranger. Je cite les termes du ministère. Cette planification stratégique, elle a été révélée le 7 mai 2023 lorsqu'un groupe iranien nommé Riyom Sahel-Negouni, ce qui signifie en français soulèvement pour le renversement, a eu accès à des documents internes du ministère des Affaires étrangères. Et en fait, on lit dans des dizaines de procès-verbaux de réunions interministérielles que le régime a conclu que comme il n'avait pas les cadres juridiques nécessaires en interne pour reclassifier l'OMPI sur la liste noire de l'Union européenne, cette tentative, juste avec son cadre juridique interne, était impraticable finalement. Donc, il a initié des procédures judiciaires fictives pour créer ce cadre juridique interne et rassembler les documents et les preuves nécessaires sur l'OMPI, ce qui permettrait de faciliter sa réinscription sur la liste des organisations terroristes. Voilà, donc c'est l'utilisation d'un système, d'un simulacre judiciaire pour en venir à son agenda politique. Finalement, le 30 juillet 2023, un mois après l'intervention de la police albanaise sur le quartier général de l'OMPI à Ashraf III, le média Jam, qui est contrôlé par l'État, contrôlé par le régime, a rapporté, alors je cite, « Après un manque d'efforts dans le domaine de l'extradition des hypocrites », donc qui correspondent pour eux aux membres de l'OMPI, il semble que maintenant l'Iran soit actif contre les hypocrites dans plusieurs domaines, tant en communiquant les positions de Téhéran avec le gouvernement d'Albanie, qu'à travers des consultations avec Interpol. Les institutions nationales compétentes, y compris le ministère du Renseignement, ont préparé des documents pour l'émission de sentences contre les membres de cette organisation terroriste, et maintenant leur inculpation officielle a été publiée par le voie judiciaire. Donc on revient encore une fois toujours autour de cette désinformation, de ce cercle vicieux qui est à la fois utilisé par des personnes d'influence qui sont formées ou manipulées dans cet objectif-là, et ici en utilisant le système judiciaire, qui en fait n'en est pas un, sous le régime des Mollahs, je l'ai rappelé, pour avoir toujours cet objectif de désinformation.